Un shooter qui peut aussi aller péter des énormes dunks. Candidat au top 10 de la draft NBA 2022. On le passe à la loupe dans ce podcast. Le Canadien Bénédicte Mathurin, joueur en NCAA pour Arizona. Son portrait de futur drafté, c'est en 30 minutes. Bénédicte Mathurin, pour en parler, Manu, Julien, Hugues. Salut l'équipe. Salut à tous. Bon, on rappelle le format, on va faire sa carte d'identité, on passe 7-8 minutes là-dessus, sur son histoire, sur son corps, donc ses capacités physiques, et puis sur ses capacités basket. Et puis ensuite, on va se poser des questions sur son intégration en NBA, son potentiel, ce qu'il lui faut comme environnement, de manière, on va dire, optimale pour essayer de grandir et d'atteindre son fameux plafond. Mais on commence par se demander qui est Bénédicte Mathurin, d'où vient-il, où va-t-il, enfin surtout d'où vient-il. Et ça, c'est Manu qui s'en occupe. Manu, raconte-nous. Donc, Bénédicte Richard Felder Mathurin, c'est un jeune joueur qui est né à Montréal. Donc, big up à Ben déjà, qui va être tout fier le soir de la draft. Donc, qui est né à Montréal, qui a des origines haïtiennes par ses deux parents, né à Montréal le 19 juin 2002. Donc, il aura 20 ans le soir de la draft. Donc, il a joué plusieurs sports quand il était jeune, du hockey, du foot US et du basket, du coup. Il a commencé le basket dans son lycée. Donc, il y joue quelques années avant de partir dans l'académie d'Amérique latine de la NBA, où il y jouera 2 ans. Donc, il a joué à Mexico. Donc, du coup, il parle plusieurs langues, français, anglais, espagnol et le créole. C'est un joueur qui a plus ou moins une famille de sportifs. Sa sœur a joué 4 ans à North Carolina State, Et aujourd'hui, elle est assistant coach à Bryant, en université aussi. Lui a choisi l'Arizona. Il a joué 2 ans là-bas pour pas mal de succès. Sur sa première saison, il est dans l'équipe All Freshman. Dans la deuxième, il est élu meilleur joueur de l'année dans la Pac-12, meilleur joueur du tournoi. Dans la deuxième, dans l'équipe de la Pac-12 et dans la seconde équipe de la saison par l'AP. Ouais. Il fait une saison à 17 points, 5 rebonds, à 37% au tir à 3 points. Et sur ces 2 saisons, il est à 38 à 3 points. Et voilà, donc maintenant, il a déclaré pour la draft il y a quelques jours. Absolument. On enregistre le 19 avril. Il reste quelques jours avant la deadline des pré-candidatures, juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Ensuite, les candidats auront toujours le droit de revenir en NCAA tant qu'ils ont embauché un agent certifié par la NCAA. C'est compliqué, hein. Et pour les joueurs européens, la deadline, internationaux, pardon, la deadline est vachement plus lointaine, plus repoussée. Mais l'enjeu de ces derniers jours, c'est surtout de savoir si Shaedon Sharpe et les jumeaux Thompson, qui sont théoriquement éligibles, vont se présenter à la draft cette année, puisque ça chamboulerait un petit peu le top 10. Top 10, où pourrait figurer Bénédicte Mathurin. Mais d'abord, on parle de son corps. On est à 2,01 m, mais sinon, à part ça, à quoi il ressemble, Hugues ? On peut dire qu'il a déjà un corps plutôt mature, hein. Voilà. Et maintenant qu'on a fait les meilleurs calembours, on peut se partir. C'est plutôt un beau gosse quand même, faut le dire, parce qu'une franchise qui va aller... Ouais, on est sur le physique, vraiment sur le physique. Une franchise qui va reconstruire, elle va vouloir mettre une tête d'affiche, elle va vouloir mettre un gars en avant. Lui, tu peux le mettre en avant, plutôt charismatique, le Mathurin. Moi, je serais pas allé en soirée avec lui quand j'étais jeune. Déjà que c'était assez difficile comme ça, j'ai pas besoin d'un Mathurin dans les pattes à côté. En termes de corps basketteur, alors effectivement, il est pointé à 2,01 m. On a une
petite hésitation. On n'est pas sûr qu'il soit aussi grand que ça. On va attendre les mesures un peu officielles parce que je le vois un peu plus petit, 1,96 m, et ça pourrait jouer un petit peu contre lui. Un corps plutôt physique, comme on l'a dit, plutôt développé, 89 kilos, une envergure mesurée à 2,08, donc 6,9 dans le système américain, enfin en tout cas nord-américain, ce qui fait un corps intéressant, une belle longueur, des mains assez grandes aussi. Un joueur qui est assez vraiment déjà tracé. On a vu, tout le monde a vu les highlights de Mathurin qui monte au panier. Athlète vraiment impressionnant verticalement, une explosivité dans l'axe panier-panier correcte, mais pas non plus exceptionnelle. On n'est pas à la hauteur, si on compare à des athlètes des années précédentes, à des Jalen Green, par exemple, qui étaient vraiment des bouncers sur le premier pas. Et c'est dur de tenir la comparaison, évidemment, hein, mais pour être dans le niveau Ouais, élite, ouais. latéralement, c'est pas trop mal. Moi, je trouve qu'il bouge plutôt bien. Mais faut quand même le dire, et ça va sur le corps, malgré un corps bien dessiné chez le joueur, il y a un manque d'aisance avec le contact. En tout cas, il aime pas trop aller au contact, et c'est assez perturbant quand on voit le phénomène et le gabarit physique, et ça se voit des deux côtés du terrain. Donc, le corps y est, maintenant, va falloir voir le mental et le jeu, et je laisse ça plutôt à mes compères. Absolument. Qu'est-ce qu'on achète? Donc on a parlé de son explosivité, etc. Mais Julien, si tu devais vendre Bénédicte Mathurin à des GM NBA, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi on le draft, ce joueur? Ben, malgré le corps qu'a décrit Hugues, c'est pas un défenseur, quoi. Je vendrais pas un défenseur en premier lieu, je vendrais un scoreur, en fait. C'est un gars qui sait comment mettre le ballon dans le panier, autant au shoot, plutôt extérieur que à la finition, quand même près du cercle, parce je crois qu'il est à près de 63% au cercle. Donc c'est un joueur qui score de deux manières, on va dire, proche du panier, très proche au cercle, et puis il a un vrai shoot extérieur euh, qu'il a développé et qu'il a su faire évoluer, quoi. Donc un scoreur. Effectivement, un scoreur, puisque vous pouvez aller voir sa fiche pendant qu'on vous parle. Euh, cette saison, il est à 17,7 points par match. Et si on fait sur du 40 minutes, il jouait beaucoup, hein, plus de 32 minutes de moyenne, mais ça fait 22 points avec un true shooting de quasiment 58%, EFG de plus de 53%. Il n'y a pas de signaux négatifs à ce niveau-là. Il n'y a pas de signal hyper positif non plus, hein. Ce n'est pas un TS à 65, 66 comme on peut parfois le voir. Mais c'est pas négatif. Surtout en France, hein, le PS, c'est pas trop ça en ce moment, hein. Pas mal. Moi j'aime bien. Elle est bien. Elle est bien. Elle est Franchement, mieux elle est que bien. Mature 1. Ben Mathurin, 13e chez The Athletic, dans le dernier big board de Sam Veceni. 11e chez Kevin O'Connor de The Ringer et dans le top 100 available de ESPN qui est fait par Jonathan Givoni et Mike Schmitz. Je cite là un peu les grands médias draft. Il y a d'autres médias spécialisés qu'on aime bien aussi qui le classent plus ou moins haut. Certains y croient. J'ai même pas dit combien il était chez Envergure. Il est 12. Donc on est plutôt dans la moyenne des, des gens. Et Hugues, tu te caches, mais c'est à toi que je donne la parole parce que j'aimerais savoir pourquoi on ne le drafterait pas dans le top 8 en fait. Un score, c'est hyper rare des gars qui savent scorer à ce niveau dans une draft en général. Les scoreurs, c'est rare et ça a de la valeur en NBA. Pourquoi on dit toujours le top 5-6 c'est fort, mais après on ne sait pas trop pourquoi on ne le drafterait pas dans le top 10 quoi. Je veux dire que top 10, je vais attendre des mecs qui vont pouvoir créer balle en main. Surtout sur ce genre de profil-là, c'est un mec qui a souvent montré qu'il aimait avoir la balle en main, mais il m'a pas convaincu là-dessus. Je crois pas dans le créateur de jeu. Je crois pas dans l'initiateur. Je crois pas dans le passeur. Et Toi tu l'as 19. ouais, je l'ai plus bas. Et ce qui justifie que je l'ai un peu plus bas, je pense, bah, c'est déjà ça, le fait que je lui crois pas balle en main. Et j'ai un problème, je te dis, dans la gestion du contact physique. Alors oui, il y a une belle finition près du panier, mais quand souvent il est tout seul. La plupart des paniers qu'il a
au cercle, c'est des paniers qui sont avec une passe décisive dans une équipe très compétitive avec un excellent spacing et beaucoup de joueurs qui vont jouer en NBA. Je pense que dans l'équipe, il y a 6 mecs là actuellement, juste cette année, qui pourraient déjà jouer l'année prochaine en NBA, potentiellement. Et ça joue. Si je suis dans la fourchette large, hein, effectivement. Ouais, Et 6, on est plutôt ambitieux, on va moi, dire. j'aime bien Tubelis, d'accord? J'aime bien Tubelis. Et, et voilà, après, du côté défensif, il y a un manque d'implication. Donc, il a tous les outils. Il y a des contre-exemples dans les dernières années. On pense forcément Anthony Edwards, qui était un athlète peut-être moins puissant que ça, qui faisait aucun effort en défense, qui allait pas assez près du cercle, et qui a montré déjà en 2 ans avec les Timberwolves que c'était exceptionnel. Mais je suis pas encore convaincu. Par contre, je rassure les gens, j'aime bien des joueurs, hein. J'ai pas personne entre 0 et 10, mais j'aime bien des joueurs dont personne ne se fout. C'est tout. Effectivement, non, mais je te demandais, alors donc tu dis difficile de créer balle en main. Le contexte, Julien, qui est notre spécialiste West Coast, Julien, c'est pas quelque chose qu'on lui demandait énormément cette année. On lui demandait, comme tu disais, de mettre la balle dans le panier, puisqu'il y avait des meneurs qui s'occupaient de créer, et même des grands ailiers. Hugues a mentionné Tubelis. Explique-nous comment fonctionnait un peu cette équipe d'Arizona. Il y avait deux meneurs en fait, deux vrais meneurs qui jouaient pas ensemble forcément, mais qui se relaient. Il y a Krisa qui est un shooter. Alors il faut que je fasse gaffe, il est laiton, un shooter laiton, Estonien, non? estonien. Je me trompe à chaque fois. C'est pour ça que j'ai pris le temps, mais je me suis encore trompé. Estonien, euh, mais vrai meneur de jeu. Et il y a Kier en fait, un gars qui est arrivé cette année à Arizona. Euh, Et puis effectivement, il y a Tubelis qui est un joueur assez polyvalent en attaque, qui est capable de trouver Qui est un peu un les gars. sous-Sabonis, si on devait Voilà, Sabonis, le donner Sabonis son d'Indiana, rôle. hein. Ouais, enfin de Sacramento, c'est ça, tu veux dire. Le fils, Sabonis Junior. Ouais, ouais. Et donc effectivement, on lui mettait pas le ballon dans la main forcément pour créer. Après, il l'a fait. Moi, je rebondis tout de suite, Hugues, hein. Il l'a fait. Moi, je trouve pas mal durant l'année, de mieux en mieux. C'est quand même un passeur précis. Tu vois, quand il décide de faire des passes, il fait des passes précises. Si. Et il fait des passes de différentes manières. Euh, voilà, mais c'était pas son rôle 14 pour, premier. Je dirais que c'est pas 14% son rôle d'assists, premier. c'est intéressant parce qu'il a 14% d'assists, mais sur les matchs face à des adversaires top 50, donc il en a joué quand même quelques-uns, selon KenPom, il est à 19% d'assists. Donc c'est-à-dire que plus le niveau augmentait, plus il était peut-être amené à passer la balle parce qu'il n'allait pas au cercle, et plus il y arrivait avec un taux de balles perdues qui lui restait le même. Donc ça, c'est un signe Bah ouais. positif par rapport Et ça, à il faut le la noter compétition du dessus. voilà, et alors je trouve, dans tous les compartiments du jeu, quand la pression monte, il est présent. Il est présent au shoot, il est présent à la création, et, on va en reparler peut-être, il est présent aussi en défense quand il faut. Moi, je pense que c'est un joueur qu'il faut challenger, quoi. C'est un joueur qui a Ouais. besoin de challenger, et le fait, c'est pour ça que je me dis que une fois qu'il y sera pro, là, s'il se fait pas challenger, il se fera jamais challenger, quoi. Hmm. Oui, bah après, le mieux, c'est un joueur qui s'auto-challenge, mais certains ont besoin d'un petit coup de boost. Mais effectivement, le profil psychologique idéal, c'est le joueur qui va travailler tout seul. Euh, il avait un autre rôle, Hugues et Manu, avec Team Canada, donc il est canadien. Euh, il avait un rôle où il était amené à créer un petit peu plus, puisque il n'avait pas ce Kerr Kriisa à côté de lui, même s'il y a des créateurs. Team Canada, il y a les Nemhard, il y a ces joueurs-là, mais dans son équipe, il était amené à avoir le ballon. Hugues, est-ce que tu as des souvenirs de ce championnat U19? Ouais, je me le suis refait il y a pas très longtemps là pour mon plus grand plaisir. Effectivement, il y avait un meneur Neymar qui est un assez bon créateur. Il jouait avec Caleb Houston qui essayait d'avoir le ballon en main, mais c'était pas ouf. Lui, il avait la balle en main pour le coup, et c'était pas terrible. Honnêtement, c'était pas incroyable. Alors effectivement, je rejoins Julien, c'est un très bon passeur dans l'axe panier-panier.
C'est-à-dire que sur un pick and roll, effectivement, il peut trouver passe au sol, qui passe à une main, passe au sol, passe direct, passe lobé. Il maîtrise et il le faisait déjà avec Zach Edey, Team Canada, le pivot géant qui joue à Purdue là cette année. Ouais. Il peut passer à une main en feintant un flotteur. Donc il y a de la variété dans la passe. Il feinte un flotteur qu'il maîtrise très bien au niveau de sa main droite et il peut trouver finalement une passe par-dessus, etc. Donc oui, il y a de la variété, mais et je parle pas de variété française évidemment, mais je suis désolé, je suis désolé. Fin de journée avec Non, les c'est Mac, bien, je suis c'est bien. désolé. Moi, j'aime bien Véronique Et, Sanson. Tu peux y aller. je me lâche. Par contre, au niveau du drive, on voyait déjà que c'était assez limité dans les drives, il était très uniforme. Il n'y avait pas de changement de direction, je trouvais, il n'y avait pas vraiment de changement de vitesse, décéléré au niveau du contact. Donc voilà, c'est là que j'ai eu un premier flag, j'ai voulu y croire, j'étais très amoureux de Bénédicte Mathurin et à chaque fois je me dis, ah, il y a quand même un défaut et je n'arrive pas à y croire en balle en main. Je suis désolé, Il ne- I'm not a il- believer, mais Ben et notre équipe est là pour ça et allez sur le site, il vous donnera plein d'arguments bien plus positifs que moi Effectivement. aussi. Effectivement, Ben, mais il a peut-être ce côté un petit peu. Alors que je sais pas comment on dit, c'est pas cocorico pour les Canadiens, mais, mais c'est un peu, on va dire, fier de ce joueur qui vient de la même ville que lui, puisque Mathurin vient de Montréal, on l'a dit au début. Pour Manu, une fois je sais que qu'il y c'est en a un. quelque chose que. Ouais. Je sais que c'est quelque chose que tu regardes beaucoup, la capacité de faire des passes, etc. Laisse-moi regarder rapidement où est-ce que tu as Bénédicte Mathurin. Tu l'as exactement comme moi à la 15e position, donc pas dans le top 10 non plus. Tu y crois ou tu y crois pas? Moi, j'y crois. J'y crois par le shoot, j'y crois par la défense et j'y crois par l'initiation. Après, en fait, je mise plus sur le potentiel que sur ce que j'ai vu, quoi. Surtout à la passe et à la défense. Parce que de la défense, il y a des jolis trous d'air, des fois. Mais quand il est concentré, il est assez bon. J'ai juste une interrogation, c'est est-ce qu'il va pouvoir défendre sur plusieurs positions? Vu la taille et l'envergure, c'est est-ce qu'il va pouvoir faire rien que 1-2, je suis pas sûr. Et 1-2-3, je suis encore beaucoup moins sûr. Donc il faudra lui trouver le rôle défensif en fait qui lui convient pour pas qu'il soit un point noir de son équipe, quoi. Qu'il soit pas trop ciblé, qu'il soit pas trop ce genre de choses en défense. Intéressant. Julien, et il défendait quel profil cette année, Mathurin? Bah, voilà, c'est ça, il défendait soit des petits ailiers, soit des arrières et soit des meneurs et on avait l'impression surtout qu'il était caché. Après, il est pas négatif en défense. Arizona, quand même une défense qui est très agressive et il était dans le ton. Il était dans le ton de la défense. Et quand il fallait tenir des 1 contre 1, il les tient, mais c'est vrai il avait montré ça au 19, il a des trous d'air extraordinaires, mais c'est parce qu'il s'en Ouais, fiche complètement, quoi. Ça l'intéresse c'est des pas à trous. certains Ouais. moments. Alors après, Arizona, c'est pas la même chose, parce que je pense que là, il y avait vraiment un gros effort sur la défense au niveau collectif. Et voilà, après, ça l'empêche pas de parfois se déconcentrer totalement. Mais après, bon, il fait les rotations, il, il sait faire, quoi. C'est des choses qu'il sait faire. C'est pas un problème de compréhension de la défense collective c'est plus un problème de motivation et de concentration, quoi. Et tu trouves pas que dès qu'il y a un écran, c'est vraiment là en fait où il disparaît tout le temps. C'est qu'effectivement il est pas focus, mais dès qu'il y a un écran qu'il faut traverser un écran, il se dit ah non du contact j'ai pas envie et il s'arrête. Donc il demande un switch facilement. Moi j'ai vraiment cette impression là que dès que t'appelles pick and roll, Mathurin il fait bon bah les gars demain. Et très très souvent il a plein d'outils pour défendre, il peut vraiment s'y mettre et stopper des gars comme Edward le faisait il y a pas très longtemps avec Georgia où c'était vraiment genre court alternatif, mais c'est hyper frustrant. Vraiment, vraiment frustrant, cette Hmm. peur du contact, cette vraiment non-envie de se faire mal. Ouais. Mais est-ce que du coup, sur des switches, est-ce que vous avez des souvenirs parce que quand tu switches, après tu te retrouves sur le gros, est-ce que est-ce qu'il se bat, est-ce qu'il empêche l'entry pass, est-ce qu'il a la puissance sur le bas du corps pour pouvoir un petit peu contester le gars qui l'enfonce, passer devant? On a dit qu'il a une envergure correcte. Comment ça se passait au niveau de ces switches? Moi, j'ai pas de souvenir, donc c'est peut-être un peu inquiétant, quoi. J'en ai pas. Non, je m'en souviens pas. Je me souviens pas de moments où il défendait gros, quoi. Ce qu'on peut Ok. dire, c'est qu'il fait des écrans retard sur des gros.
il y a des box-out, etc. Donc il accepte quand même qu'on lui monte dessus derrière et qu'il tienne. Et comme il a un Coloco et un Tubelis, ouais, en toute amitié évidemment, en toute amitié, dans le respect direct du basket, comme il a un Coloco et un Tubelis, son second rideau, surtout un Coloco, ça a aidé vraiment beaucoup là-dessus. Mais il a pu, je pense qu'il a la puissance en bas du corps pour pouvoir encaisser un peu plus grand que lui, un peu plus fort que lui, ouais. Hmm. Manu, c'est quoi le contexte idéal pour lui dans ses premières années NBA? Avec quel, on va le faire jouer deux probablement. Avec quel joueur à côté de lui? Est-ce qu'il faut un joueur qui va plus être dans le slash? Est-ce qu'il faut un meneur un peu plus organisateur, même si ça existe de moins en moins? Est-ce qu'il lui faut des shooters? Quel genre de profil, quel genre de rôle il lui faut? Moi, je le vois bien en spot-up shooter sur les premiers matchs, les premiers mois, voire les premières années. Donc avec une équipe qui a une bonne vision de jeu de façon générale, comme il l'est avec Arizona, où tout le monde pouvait passer, c'était assez top à voir. Et pour lui, c'était dans le meilleur contexte parce que tout le monde pouvait aller à l'intérieur et à l'extérieur, mais c'était surtout les deux gros qui allaient, Tubelis et Coloco. Donc moi, je le vois vraiment dans plus ou moins le même système. Comme ça, un shooter vraiment au début à l'extérieur. Et après, s'il peut aller avec le spacing NBA, je pense de toute façon ça va l'aider à aller un peu plus au cercle. Mais un peu plus tard. Là, vraiment pour gagner des minutes, je le vois plus dans un rôle de spot-up shooter comme ça. Intéressant. Donc toi, tu le vois pas forcément titulaire dès le début de sa carrière. Bah, ça dépend l'équipe qui le choisira, mais moi je le vois au début, en tout cas, je le vois plus dans une seconde unit, ouais. Peut-être une deuxième option d'une seconde unit. Ok. Ok, intéressant. Si je te laisse le temps d'y réfléchir, mais si tu as des exemples de joueurs qui sont un peu dans ce rôle-là aujourd'hui, pendant ce temps, Hugues, même question sur le schéma un peu idéal qui pourrait y avoir autour de lui en termes de, pas vraiment de position, mais vraiment de skills, qu'ont besoin de savoir-faire les gens qui l'entourent. Moi, j'aimerais bien l'avoir avec effectivement, il y en a très peu, mais un vrai bon meneur. J'aimerais bien. Euh, Quelqu'un qui lui aussi, un partenaire qui accepte de jouer sans le ballon. Parce que je pense qu'il faut quand même pouvoir laisser des balles en main à Bénédicte Mathurin, sinon il fera aucun effort de l'autre côté du terrain et il faut développer son potentiel. Il avait quand même un contexte, tout le monde l'a dit, parfait à Arizona, donc un big qui peut rouler, un extérieur qui peut un peu porter la balle. Peut-être pas, du coup une équipe qui a pas ça, vu la position à laquelle il est prévu pour l'instant. Mais voilà, j'aimerais bien un jeu un peu organisé sur lequel il peut prendre des coups de feu. Ce qu'on a très peu dit, c'est qu'on a parlé d'un excellent tireur, mais c'est pas juste un mec en catch and shoot, c'est un mec qui peut vraiment Ouais. se créer son propre tir, qui déclenche de très loin, qui est très bon soit sur du mobile, donc je suis en fin de chaîne et je réceptionne et je déclenche, alors je le fais à la caméra, ça sert à rien, il n'y a pas la vidéo et je le fais très mal en plus, mais il peut aussi en sortie d'écran, très bon dans les systèmes de style floppy, renversement, et se retourner et envoyer, et avec un dribble, pouvoir se créer un petit écart aussi et déclencher. Donc, pour le coup, il peut exister dans n'importe quel contexte de tir au niveau supérieur. Ça, c'est intéressant. C'est pas que un joueur de spot-up. En tout cas, potentiellement, c'est un joueur qui va être à l'aise dans un jeu de mouvement loin du ballon et être une menace pour la défense aussi. Ouais, est-ce qu'un mec comme, c'est peut-être trop tôt pour les comparaisons, mais on demandait un contexte et Manu voyait du sortie de banc. Est-ce qu'un mec comme Tyler Hero, c'est pas un contexte parfait pour Bénédicte Mathurin, dans ce Manu, style-là, tu qui pensais peut à très bien ça? jouer avec des titulaires? En comparaison, Pas en comparaison sur le joueur, mais en comparaison de rôle plutôt, de rôle que tu lui imaginais avoir, que tu l'imaginais avoir, pardon. ouais, ça c'est pas mal. Un mec, ouais, c'est pas mal. J'aime l'idée en tout cas. Tyler Hero, c'est pas mal, d'autant que c'est dans une équipe qui fonctionne bien et avec des gens durs autour. Bah, après, il est peut-être dans le meilleur staff NBA, quoi. Aussi. Ouais, avec Toronto, ouais. Ouais, De c'est mon top développement. 2. Julien, est-ce que tu peux me parler un petit peu de sa capacité à conduire le ballon, à son handle?
tu l'as vu jouer des pick and roll, donc tu l'as dit, il est capable de faire les passes, Hugues l'a dit aussi, mais est-ce qu'il est capable de varier le rythme, la direction, d'utiliser en fait ses capacités athlétiques grâce au dribble? Alors, moi, je pense qu'il va être fort dans les close-out où il faut exploser direct au cercle. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur de catch and shoot. Effectivement, il a évolué quand même dans son shoot. C'était presque 100% de ses 3 points qui étaient assistés l'année dernière et cette année, c'est 75%. Donc, ça veut dire qu'il fait évoluer son truc. Mais surtout sur les close-out, c'est simple parce que il faut exploser, il faut aller tout droit, il faut aller le plus vite possible, quoi, au cercle. Ça, il sait faire. Mais son dribble, pour l'instant, c'est le truc auquel je crois le moins offensivement. Et c'est ce qui le freine complètement dans la création, en fait, je trouve. Parce il a Est-ce qu'il pas... a un sens? Comment tu peux expliquer ça? C'est juste un manque de technique, ou je sais que les joueurs qui ont un centre de gravité assez haut aussi, ils ont plus de mal à dribbler bas, c'est logique, et donc du coup ils sont parfois gênés. Moi, je trouve pas qu'il a un centre de gravité. Tu trouves qu'il a un centre de gravité très Non, haut, non, non, toi? non, 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 je Ouais. trouve pas, mais Moi, je pense que c'est j'essaie de plus me un problème le. de technique, quoi. Moi, je vois plutôt ça comme ça, ou alors Ouais, c'est de l'habitude de jouer ce rôle. Je trouve que ça l'handicape vachement sur la création, quoi. Que ce soit au U19 ok. ou à Arizona, sur ces coups-là. Quand, quand ça va tout droit, ça va. Et, euh, et c'est assez troublant, hein, parfois. Quand on voit des matchs d'Arizona, il y a Tubelis qui est capable de remonter le terrain, justement, de faire des feintes de regard ou de corps, et, et finir en lay-up. Et puis, le coup d'après, t'as Mathurin qui est dans la même position et puis qui va se foutre dedans, sur les défenseurs en finissant, un petit peu bizarrement, quoi. Donc c'est Ouais. pas, je pense que c'est un problème technique. Donc ça, je sais pas si ça se travaille à ce niveau-là. Je pense que ça se travaille, ça doit Qui- s'améliorer, mais je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut qu'il bosse, quoi. S'il tombe dans un staff qui veut le faire jouer plus dans la création, ça va être un axe de travail assez fort, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des comparaisons planchées, c'est-à-dire niveau minimum, il va faire une carrière, je sais pas, de 4-6 ans, et il aura ce rôle-là, et plafond? Moi, j'en ai une du plafond que je vous soumets immédiatement, puisque c'est un joueur avec le profil statistique à peu près similaire, un petit peu plus petit, profil statistique en NCAA évidemment. On n'était pas sûr qu'il shoot, alors que là, Mathurin, on est sûr. Il provoquait peu de lancers francs. Il allait, alors que Mathurin, ça va, il a 36 de free throw rate, donc c'est pas mal. Mais il était dans un collectif moins huilé qu'Arizona. C'est Donovan Mitchell. Non, mais alors là, moi, en fait, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, moi. Mais ce qui va plus au cercle, moi, j'ai l'impression. Ce qui m'avait freiné, c'était sa capacité à aller au cercle qui était plus forte, quoi. Tu vois, par rapport à Donovan Mitchell. J'ai Eh ben l'impression. écoute, sur l'année, il fait 116 close to pour Donovan Mitchell sur son année Ouais. sophomore à Louisville, et Mathurin en tente 174. Donc il tente plus de Ok. tirs au cercle, il provoque plus de lancers francs aussi. Ok. Manu, Oui. pas sur Mitchell, mais sur des comparaisons autres. Moi, j'avais en tête Danny Green, qui est Ah, un. Je crois pas en intéressant. dribble du tout. Non, mais C'est en fait, clair. j'ai regardé le Danny Green de North Carolina, qui Ouais. avait à peu près le même rôle en fait de shooter, qui défendait un peu partout, qui allait au cercle taper des tomards. J'avais pas ce souvenir de Danny Green, mais et ça m'a, quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, tiens, il y a un truc là-dedans, et dans l'évolution possible selon le contexte NBA, je trouve que ça lui correspond bien aussi ce serait peut-être le brider un peu et gâcher un peu son talent d'en faire que un shooter. Mais Ouais. j'aime bien ce rôle-là, en fait, ce type de joueur rôle-là qu'il avait notamment aux Spurs dans la grande époque. Ouais, ouais, ouais. Ah, très intéressant. C'est très surprenant comme comparaison. Hugues? Hmm, L'idéal, c'est que le dribble se développe et du coup, je vais rester sur un mec comme style Tyler Hero euh, dans le profil, peut-être plus déjà épais physiquement, mais Tyler Hero dribblait mieux. Et si ça marche pas, et on va espérer que ça marche, mais si ça marche pas, je vais aller sur peut-être un profil 3D
à la Gary Trent Jr. Et je vais rejoindre peut-être Manu dans le profil vraiment qui finit spécialiste 3&D derrière, et ça fait un peu gâchis, mais c'est un scénario qui est possible. Hmm. Oui, bah, après, oui. Et s'il développe le dribble, il y a aussi un petit côté, peut-être Kevin Werther. Ah, j'y ai pensé aussi, ouais. Mais s'il développe le dribble, il souffre tellement de choses. Enfin, parce que dans ce Oui, bien cas-là, ça sûr. devient, on parle pas du tout du même genre. On est entre un role player, peut-être plafond titulaire, sans le dribble. Et s'il y a le dribble, on peut parler d'un mec qui peut devenir peut-être All-Star. Hmm. Et on peut s'ouvrir à des joueurs comme style même Devin Booker, qui était plus dans le déjà face-up, etc., mais qui a pu se créer beaucoup plus au fur et à mesure et qui au départ était utilisé trop en sortie de shoot. Ouais, je suis d'accord, c'est le swing skill. Donc Bénédicte Mathurin, pour l'instant entre 10 et 14. Moi je pense que je vais le monter personnellement dans mon prochain board parce que je pense que le potentiel en vaut la peine et que le dribble, c'est pas quelque chose de si compliqué à développer que cela. Même si tu grimaces, Hugues. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou est-ce que... Ah oui, comment on le voit par rapport aux gens de sa position, aux joueurs de sa position, pardon, qui sont en gros Johnny Davis. Il n'y en a pas tellement des arrières. Ochai Agbaji, même s'il est plus 2-3. Et puis voilà, quoi, Shaden Sharp. Bryce McGowens, il est plutôt dans la fourchette haute des arrières, quand même. Ils sont tous très différents, quoi. Johnny C'est Davis, Ouais. ça. il peut shooter de partout, en fait. Ce que fait pas forcément Mathurin pour l'instant, quoi. Mais avec moins d'efficacité que Mathurin. C'est pas le même collectif autour. Ouais. Pour provoquer, et on va pas forcément faire un grand débat ouvert, mais moi j'aime bien savoir qu'est-ce qui différencie, outre peut-être l'âge comme ça, un Bénédicte Mathurin pour les gens d'un Caleb Love UNC ou d'un Johnny Juzang. Alors plus Caleb Love, parce que je trouve qu'il y a... Alors Caleb Love est peut-être un peu plus petit, et encore ça La se joue. régularité, Ouais, mais sur quoi? Parce que là, Caleb Love, il a fait une énorme saison au tir, et les deux sont des mauvais finisseurs au panier. Les deux sont pas forcément des très bons créateurs, balle en main, des passeurs. Les deux sont des défenseurs potentiels. Et voilà. Et il y en a un qui est considéré vraiment second tour. Et l'autre qui est mis parfois top 10. bah, il y a une différence de contexte, mais on peut pas dire Hmm. que Caleb Love soit dans un mauvais contexte non Ouais, plus. il va en finale. Et Caleb Love shoot à moins de 50% au cercle, alors que Bénédicte Mathurin à 64%. Alors même si je suis d'accord avec toi, sur certains contacts ça explose, il y a parfois où il est tellement au-dessus physiquement de l'adversaire que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas besoin d'aller chercher ce contact. Donc pour moi, la différence, elle est là quand même. La capacité athlétique n'est pas tout à fait la même. Le pop, Mais comme moi, j'ai l'impression aussi que Mathurin, il n'a pas besoin d'avoir tant que ça la balle dans la main, quoi. Il a 25% de taux d'usage, tu vois. Il y a des matchs, on en parlait avec lui, il y a des matchs, on se rend pas compte, en fait, il a collé plus de 20 points, quoi. Et c'est pas ouais. forcément quelque chose qu'on va remarquer, quoi. C'est vraiment, il- c'est un scoreur, quoi, vraiment je pense que il y a une chance qu'il devienne un gros enfin, qu'il devienne un scoreur correct NBA, quoi. Scoreur correct, Ouais. ce serait Oui, déjà pas mal, ce qui est quoi. assez rare, les scoreurs qui n'ont pas trop besoin du ballon. Aujourd'hui, on va penser à Klay Thompson. Alors évidemment, on ne va pas faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est assez rare, les scoreurs qui n'ont pas Ça besoin. pourrait en meilleur plafond possible. Si tu as les outils physiques, parce qu'il a les outils physiques. Mhm. Oui, c'est Franchement, vrai. l'idéal, le truc de ouf, c'est que tu as Klay Thompson à la fin, qui pose peu de dribbles, qui peut défendre plein de positions, quand même assez athlétique, et qui shoot à un volume énorme de toutes les positions. Ce serait Mhm. exceptionnel. Le champ des possibles est énorme. Euh, Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, allez-y. Sinon, je vous pose la fameuse, désormais fameuse, question bonus. Moi, je reviendrai juste sur ce qu'a dit Hugues au tout début sur l'attaque du cercle. J'ai réécouté un podcast qu'il avait fait il y a 1 an et demi avec une chaîne de télé canadienne où il disait son rôle en high school, c'est justement de faire que ça, que d'attaquer le cercle. Donc il a dit, moi finalement j'ai pas peur, c'est après que ça a évolué dans son jeu, mais mon rôle en high school c'était attaquer le cercle et provoquer des fautes. Donc je pense finalement ça il l'a toujours eu en lui et il l'aura toujours. C'est vraiment après le contexte académie et NBA
qui lui a permis de faire autre chose, où il disait là, il a plus développé son jeu parce qu'il avait plus d'entraînement. À Arizona, c'est pareil, plus d'entraînement, donc il a vraiment calibré sur son shoot. Et je pense que ça, finalement, il a toujours en lui l'attaque du cercle, et selon le rôle, il va pouvoir y aller quoi qu'il arrive. Ça se perd pas, ce truc-là. Intéressant, et j'ajoute que si il a vu qu'il est passé par les académies NBA, le track records, c'est quand même quelque chose qui est vachement valorisé par les front office, et le fait qu'il soit connu depuis très longtemps, qu'il soit passé par un cheminement très où il est facile d'avoir des retours sur son comportement, sur ce qu'il a fait, etc. S'il est drafté haut, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème comportemental et qu'il a coché toutes les bonnes cases depuis le moment où il est entré à l'académie Amérique latine, t'as dit, il me semble, Manu. Ouais, c'est ça. Ben Mathurin, donc, c'était son podcast, à voir par qui il sera drafté, mais vous avez à peu près les enjeux de ce joueur. Maintenant vient la question bonus, puisqu'il s'appelle... Alors, j'aurais pu faire une question sur le Québec, mais j'ai préféré une question culinaire, parce que vous connaissez, je suis un gourmet. Et donc, on va parler des œufs, puisqu'on est avec Bénédicte. Et donc, ma question que je vous ai envoyée, est-ce que vous préférez les œufs Bénédicte, les œufs Mimosa, les œufs cocotte ou les œufs à la diable? À la diable, c'est avec mayo et moutarde qu'on mélange avec les œufs, avec les jaunes, et qu'on met à la place du jaune après. Voilà. Ça fait tellement question pour un champion. Tu sais quelle est la recette? Et t'es là en mode mimosa, mimosa, diable, diable. Qui veut commencer? Moi, je préfère les œufs cocotte. Non, mais, alors, tu me l'as piqué. Non, moi, c'est des œufs cocottes, c'est sûr. C'est mon enfance, quoi, tu vois. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans l'œuf cocotte? Est-ce qu'on peut développer? Non, mais Ça m'a mis. c'est presque ça, je te jure, c'est presque ça. Non, moi, c'est vraiment les œufs cocottes pour le côté souvenir, tu vois. Ok. Le soir, la Madeleine manger de ça. Proust. Exactement. Ah, très bien. Hugues, je sais que tu cuisines, alors je sais pas si tu les maîtrises, la cuisson des œufs, mais... J'ai un œuf mollet, mon gars. Exceptionnel, d'accord? Philippe, tu vas être trop fier de moi. Non, l'œuf mimosa. Les œufs Bénédicte, c'est fait avec des œufs pochés, je précise. L'œuf poché, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Moi, je prends l'œuf mimosa, c'est évident. Tu mets du persil, de la ciboulette fraîche, là, petite mayonnaise, des olives tranchées. Mais qu'est-ce que c'est que cet accent, quoi? C'est honteux. Ah, je pars dans le sud, d'accord? Allez, Maïté a choisi les œufs mimosa. Manu? Pareil. Aïe. T'as les œufs Bénédicte, alors qu'il y a quand même... Je pense que c'est les plus sophistiqués, mais ils sont peut-être trop sophistiqués. C'est plus un truc de brunch de bobo, les œufs Bénédicte. Pour se rattraper, on peut mettre de la Benedicta sur les œufs mimosa, si tu veux. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est vrai, aussi. Bon, égalité entre l'œuf cocotte et l'œuf mimosa. On vous laissera trancher sur les réseaux sociaux. C'était donc un podcast sur les œufs Bénédicte Mathurin, le Canadien, le Québécois, candidat à la draft. Peut-être qu'il va être le Québécois le plus haut drafté, non? C'est possible. Parce que Lugensdort, il a été drafté bas. Il a été drafté même? Bien fort possible. Pardon? Il a été drafté? Ou il est signé tout de suite après? Lugens? Ouais. Je sais plus. Je crois qu'il est pas drafté. C'est possible. Bon, en tout cas, Bénédicte Mathurin, sauf surprise, sera drafté top 20. On vous laisse aller voir sa fiche, son scouting report, ses scouting reports sur envergure.co, et on vous invite à partager le contenu et à aller explorer ce site où il y a nos vidéos, nos podcasts, nos articles, notre big board, il y a tout. Abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à nos podcasts, abonnez-vous à Twitch et abonnez-vous à Twitter aussi, Instagram, tout ça. Bref, Undrafted, merci mon cher Julien, pour Lugens. Donc ce ne sera pas difficile de faire mieux. Bisous les gars, merci beaucoup. À bientôt pour plus de contenu draft. Ciao, ciao. Bye bye. Salut à tous.